Il y a pas longtemps, je voulais revoir Spider-Man 1 de Sam Raimi parce que je l'avais pas vu depuis que je suis tout petit. C'est un film qui a bercé mon enfance, inspiré des générations. Ce film a fait tellement de trucs pour moi. Mais il a aussi appris à des millions d'enfants de 12 ans que stalker sa crush, lui courir après, Hey! Barre-toi! MJ! en fait c'est romantique. J'avais oublié à quel point Peter était bizarre pendant tout le film et je me bénis d'avoir filmé ma redécouverte du film. Merci. Pour info, j'ai grandi dans les années 2000, donc j'ai découvert le personnage de Spider-Man à travers les années 2000. Bon, et la première fois que je découvre le personnage de Spider-Man, c'est ce Spider-Man sur PlayStation 1. Et je pourrais faire une vidéo entière sur ce jeu qui est juste un condensé d'aléatoires. On t'introduit Peter Parker, mais avec un léger accent créole. Dans ce jeu, vous allez pouvoir incarner Peter Parker, plus connu sous le nom de Spider-Man. Il y a Black Cat qui vient t'annoncer qu'il y a un braquage de banque en cours. Hey, l'araignée! Hey, chatte noire! Je vais continuer à l'appeler Black Cat, parce que ça sonne mieux en VO. Enfin, Black Cat vient de te l'annoncer. C'est plutôt le sosie d'un artiste pop très connu, mort récemment, qui vient de te l'annoncer, mais la ressemblance est troublante. Et Spider-Man, même si on vient de parler d'un braquage avec des otages en danger, il a pas très envie d'y aller. Il a pas envie d'y aller. Il a pas envie d'y aller. Je sais que tu as des problèmes, mais il y a un hold-up et une prise d'otage à la banque. Visiblement, ces otages ont besoin d'aide. Vraiment bizarre que ces otages sans défense aient besoin de mon aide. Et je vous jure qu'on est là aujourd'hui pour parler du film de Sam Raimi. Mais avant ça, j'aimerais vraiment vous montrer avec quelle ambiance est-ce que j'ai découvert le personnage de Spider-Man. Je ne sais pas si vous avez joué au jeu PS5, Spider-Man de Marvel. Le jeu est incroyable de tous les côtés, on va pas se mentir. Mais par contre, 60% de mon bonheur qui vient de ce jeu, ça a été l'ambiance musicale. En fait, c'est une ambiance musicale qui transcrit absolument tous les défis de l'homme araignée. Toute la malédiction qui compose la responsabilité d'être Spider-Man. Ça te rappelle à tout moment le nombre incalculable de personnes perdues et sacrifiées dans le combat et qui ne reviendront jamais devant les yeux de ton personnage. Et Spider-Man sur PS1, c'est différent, c'est l'ambiance. L'ambiance est différente. Je suis au top de ma forme. Bref, c'est comme ça que j'ai découvert Spider-Man. Et je sais absolument pas pourquoi, à partir de ça, eh ben j'en voulais plus. Et du coup, quand j'ai vu le film, je me suis dit, vas-y, ok, pourquoi pas. Et c'est à ce moment-là que petit, je regarde pour la première fois Spider-Man. Et le souvenir que j'en avais avant de revoir le film, c'était assez simple. Pour moi, Peter, c'est un lycéen, une genre de victime, qui se fait harceler par d'autres lycéens comme lui. Enfin, comme lui, voilà. Ils ont 30 ans. Voilà, tu me feras pas croire forcément que ces deux-là sont en train de réviser le bac actuellement. Puis, par chance, il se fait piquer par une araignée radioactive qui le fait devenir Spider-Man. Donc, lui donner les pouvoirs, la confiance de New York, les abdos, et gagner la fille à la fin, Mary Jane Watson. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé en relançant le film 15 ans plus tard. Là, tout ce que je viens de découvrir, c'est absolument pas ce que j'ai vu la semaine dernière. Là, j'étais plus ambiance documentaire sur un criminel à 23h30. Et à la fin de la vidéo, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous parler de ce que ça a pu m'apprendre sur moi, sur le pouvoir de la nostalgie, et peut-être même un truc utile pour nous tous. Alors oui, je vais tenter de tirer une conclusion profonde de ce gars-là. Ouais, je vais essayer. Alors parlons tout d'abord du mec le plus bizarre du film. Parlons de Peter Parker. Merci. Au début du film, on nous présente vraiment Peter comme une victime classique. Il hurle pendant qu'il est en train de poursuivre le bus, et même le conducteur du bus l'esquive en accélérant. Bon, c'est quand même un autre niveau de bully, quand t'as le conducteur du bus qui t'esquive avec ce genre de sourire. Ah oui, d'ailleurs, je m'excuse d'avance pour la qualité médiocre des vidéos que vous allez voir. Netflix m'a pas du tout laissé télécharger le film et j'ai pas trouvé un moyen légal de l'avoir en bonne qualité. Encore une fois, Netflix m'a pas laissé du tout télécharger le film gratuitement alors que j'ai envoyé 2 mails et j'ai à chaque fois signé par cordialement. Et pour revenir au film, vous trouvez pas que c'est hyper original qu'il y ait un conducteur de bus méchant ?
Et en fait, au début, quand je redécouvre le film, je pensais que c'était une manœuvre des scénaristes. Je pensais que c'était un moyen de construire le personnage. Genre un peu plus tard, dans quelques scènes, il s'excuse et il pouvait se reconnecter avec Peter Parker. Et franchement, j'aurais adoré cette scène entre Peter qui est harcelé actuellement et peut-être le conducteur de bus qui parle de son passé. De lui, quand il était harcelé à l'époque, il pousse à agir comme ça. Mais en fait, non. En fait, ils ont fait ça juste pour que Mary Jane puisse aller le confronter à l'avant du bus. Et qu'il puisse avoir ce plan-là. Bon, après peut-être qu'il y a une director's cut où ma version est vraie et il se passe exactement ce que j'ai dit avant. Puis juste après, on insiste quelques secondes sur qui sera l'objectif amoureux du héros. Je vous laisse deviner lequel entre ces deux-là. Puis ensuite on a Peter qui tombe par terre pour insister sur son rôle de victime qui est harcelé. Et maintenant on peut passer à la prochaine scène. Mais avant ça, j'aimerais qu'on retienne une scène hyper importante. Une partie de cette scène qu'on va utiliser plus tard et qu'il faut qu'on retienne. Quand Peter Parker il rentre dans le bus, il se passe ça. C'est même pas la peine d'y penser. Bon, déjà, je l'ai remarqué en écrivant l'épisode, mais je pense qu'on peut noter cet acteur méga frais qui est en train de faire son meilleur sourire à la caméra. On lui a sûrement demandé de faire un sourire moqueur, hein, mais il a donné tout ce qu'il avait, le pote. Mais ok, le truc vraiment clé à retenir, c'est ce qu'a dit la fille à l'avant du bus. C'est même pas la peine d'y penser. On va retenir ce qu'elle a dit et l'utiliser comme clé plus tard dans l'épisode. Scène suivante, c'est le début des indices sur Peter Stalker. Bon, au début, petit regard insistant, c'est mignon, on peut peut-être même dire que c'est romantique, c'est ok. Puis, ils ont tous une sortie dans un labo de sciences. Et Peter demande s'il peut prendre des photos pour le journal du lycée avant de se faire emporter par le courant. Pour le journal de l'école. Nous avons ensuite l'arrêt. Puis là, il tente une approche avec Mary Jane en lui demandant s'il peut prendre des photos d'elle pour le journal du lycée. Hé, je peux te prendre en photo? Il m'en faut une avec une étudiante. Bien sûr, d'accord. Super. Où tu veux que je me mette De ce côté? Oui, c'est très bien. Et franchement, bah, c'est vraiment une super approche. C'est hyper original, c'est même plutôt mignon, rien à signer là-dedans. Et du coup, il prend une photo. Puis deux. Ça c'est parfait. Lâche l'appareil, Peter, c'est bon. Je crois qu'on est bon pour le journal du lycée. D'ailleurs, je me demande à quoi va ressembler le journal à la fin, parce qu'il a pris 1000 photos de Mary Jane, mais il en a pris 0 des araignées. Sur un article sur le labo des araignées. Tiens, Mary Jane, c'est l'article que j'ai écrit sur les araignées. Je crois qu'il y a un moment... il y a un moment où ça parle de toi, je crois. Bon, après, Peter se fait piquer par l'araignée qui lui donnera ses pouvoirs. Grand moment, qui implique cette réaction. C'est galère, putain, une grosse galère. Bon, ok, tout ça, ça nous montre que Peter est le photographe du journal du lycée. Et c'est ok, mais seul problème, c'est qu'il a jamais publié l'article dans le film. Il a jamais partagé les photos à qui que ce soit. Et ça pourrait passer, on pourrait se dire que juste, il l'a fait pas explicitement, il l'a fait en arrière-plan du film, puis il a dû publier ou partager les photos à quelqu'un sans qu'on le voie. Et on pourrait carrément avoir raison. On pourrait avoir raison si son oncle lui demande pas 5 minutes après s'il a pris des photos et qu'il n'avait pas esquivé de cette façon-là. Aucune, c'est déjà fait. Mais est-ce que tu as fait des photos au moins? Oh, je suis mort, mais tout va bien. Qu'est-ce qu'il a, ce petit? C'est bizarre de fou. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à noter tous les petits agissements hyper chelous de Peter Parker. Bon, après, chelou, c'est quand même un grand mot, c'est pas comme s'il stalkait sa crush depuis qu'il a 6 ans, depuis la fenêtre de sa chambre, enfin c'est pas... Génial. Comment ça, mon ref? Ok, peut-être qu'il le fait un peu dans son temps libre. Mais il y a tout un film pour qu'il puisse se rattraper, et il y a la scène suivante qui est assez intéressante. Il y a Mary Jane qui sort d'une dispute avec son père qui est assez violente. Je me fous de ce que pense ta mère. Moi je te dis, t'es une traînée, tu seras toujours une traînée, comme elle. Faut que j'aille au cours. Est-ce que je t'en empêche, moi? Et on a cette posture. Peter va de l'avant, il a l'air de s'empresser de la rattraper, et il est confiant. Ou parce que, malgré tout ce que je vous ai montré, et tout ce que je vais vous montrer, il y a aussi le fait qu'il soit ami dans le film. Et du coup, l'objectif de Peter ici, c'est de faire son devoir d'ami. Donc, vas-y Peter, c'est ton moment, va la réconforter.
ou celui-là, sans qu'elle te remarque, sur 3 pâtés de maison, sans jamais la quitter des yeux. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à me demander si je regardais Spider-Man ou un épisode de You à New York. Bonjour NJ. Eh, NJ. Je sais pas si t'es au courant, mais on est voisins depuis que j'ai 6 ans et je me demandais si vous pourriez sortir ensemble un soir. Ah oui, d'ailleurs, dans ce film, Mary Jane n'arrête pas de réagir comme un PNJ de GTA San Andreas. C'est-à-dire que dès qu'elle voit une voiture à moins de 5 mètres d'elle, elle peut pas s'empêcher de courir vers la voiture et de sauter dedans. On pourrait peut-être s'amuser un peu. Oh, j'en sais rien. Et là, on va avancer dans le film, mais je crois que vous pouvez déjà commencer à comprendre la main courante qui est en train d'être écrite contre Peter Parker. Et là, on arrive à la scène du plateau. La scène du plateau, c'est peut-être une des scènes les plus cultes du film de Spider-Man 1. Une scène que j'ai tenté de reproduire à plusieurs reprises quand j'étais petit, et qui a non seulement échoué, mais aussi coûté la vie du tapis le plus cher chez ma mère. Waouh, pas mal les réflexes. Et ça m'a fait penser à 2 choses en particulier. Premièrement, ils ont réussi à créer une scène unique. C'est-à-dire que c'est tellement rare dans le cinéma aujourd'hui de pouvoir regarder un film et se dire « Ok, ce que je viens de voir, je serais incapable de le revoir quelque part d'autre. » Elle existe dans ce film de cette manière-là, et c'est comme ça qu'elle est parfaite. Et c'est un point hyper important que je garde pour la conclusion. Et deuxièmement, peut-être la chose la plus folle, c'est que Tobey Maguire, l'acteur de Peter Parker, a vraiment rattrapé le plateau, sans aucun effet spéciaux. Et en plus, il a fait tout ça en 2 prises seulement. Ok, ça c'est pas vrai. Il a fallu 156 prises. 156 prises et 16 heures de tournage. 156 prises et 16 heures de tournage et mettre de la colle forte entre sa main et le plateau pour que les choses se renversent pas trop. Mais quand même, c'est quand même une scène culte qui a été faite sans effets spéciaux. Mais j'avais quand même oublié la suite. J'avais oublié qu'on suivait un sociopathe dans cette histoire. Tiens, tu as les yeux bleus. Je ne t'avais jamais vu sans lunettes. Tu viens de mettre des lentilles? Bon, à tout à l'heure. J'adore le mouvement de Mary Jane de « je vais y aller, Peter ». Mais aussi, on peut sentir que le film, lui, veut créer un lien, une connexion entre les 2 personnages, et il va enchaîner les scènes où il va tenter de faire ça. Et prochaine scène où il tente de faire ça, c'est la scène du backyard. Enfin, backyard. Il me faudrait le mot en français. Après, vous devez sûrement comprendre ce que je dis, c'est l'endroit derrière les maisons américaines, là, où ils mettent leurs poubelles, une voiture des années 30, et aussi un panier de basket qui n'a pas été utilisé depuis 50 ans. Ok, alors, je viens de regarder, et en fait, ça se dit l'arrière-cour. Donc, on a Pete qui, à son habitude, stalke sa voisine, et ensuite, par pur hasard, va dans l'arrière-cour. Ouais, sort juste les poubelles. Trench coat, beau gosse, rien de spécial. J'aurais aucun moyen de savoir que Mary Jane sortirait de chez elle exactement maintenant, sauf si j'avais une vue directe sur son intimité depuis que j'ai 6 ans. Est-ce que tu nous écoutais? Non. Si, frérot. Si, je crois bien que tu l'écoutais. Je sais pas ce que tu faisais là, hein, mais là, t'as l'air d'écouter quand même. La scène continue et en vrai, elle est très mignonne. Les 2 échangent sur leur futur potentiel et ils ont peur parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont devenir. Et franchement, la scène est vraiment bien faite. En fait, c'est une scène qui prend sens parce qu'elle parle d'une vraie peur. Une vraie peur d'adolescent ou une vraie peur de jeune adulte qui vient de terminer le lycée. On sait pas vraiment où est-ce qu'on veut aller et on sait pas quel est le bon chemin à suivre. Et limite, je pense que je dis juste une bêtise, c'est une peur qui appartient à n'importe quel âge. La peur de pas savoir où aller, quel est le bon chemin, elle appartient à tout le monde. Et du coup, c'est vraiment terrifiant. Bon, malheureusement, la scène est évidemment gâchée parce que Mary Jane, dès qu'il y a une voiture qui rentre dans le cadre, elle peut pas s'empêcher de courir vers elle. Hey, MJ, viens faire un tour dans mon cadeau d'anniversaire. Allez, amène-toi. Il faut que j'y aille. Et quand je vous disais qu'elle réagissait comme un PNJ GTA, c'était pas une blague, c'est une constante dans le film. Et cette habitude de Mary Jane avec les voitures, bah Peter il la remarque. Donc il a le choix entre faire un prêt à 15% chez un assureur garanti autour de chez lui pour pouvoir louer une voiture ou en acheter une, ou sinon il peut gagner de l'argent facilement en participant à un combat de catch déguisé dans une arène. Bon, il choisit le catch, hein, évidemment, on aurait tous fait pareil, et on peut très bien comprendre pourquoi est-ce qu'il le fait avec ce très beau montage qui a bien vieilli. D'ailleurs, c'est son oncle Ben qui l'emmène au combat de catch en pensant qu'il va à la bibliothèque. Même si je pense que quand même il se doute de quelque chose parce qu'il dit ça. Je repasse te prendre à 22h. Il est 8h du matin là, oncle Ben. Clairement. Arrive ensuite l'introduction de Spider-Man. L'introduction du vrai héros du film.
L'enfant abandonné depuis 30 minutes à l'accueil du supermarché. Je rappelle que c'est un lycéen, parce que dans la scène suivante, je sais que le monde du catch c'est un monde de requins, ok, mais là il est arrivé en enfer. Le tronçonneur va t'avaler et recracher les morceaux par terre. 10 minutes. J'espère que ta vieille maman est venue parce que tout à l'heure, Trésor, il va te casser en deux. Qu'est-ce que t'as fait de ta toile, ma jolie? Une araignée mayonnaise, mais avant ça, je vais t'arracher tes 8 petites pattes. Tu peux dire tes prières, ton corps est bon, et des batailles. Maman, je sens plus mes jambes. T'as toujours envie d'y aller, l'araignée? Là, il y a tout qui est absolument incroyable. Les 5 kilos de popcorn qui lui tombent dessus à 3 reprises. Et qui tombent aussi sur l'actrice derrière qui fait genre il s'est rien passé. Les filles qui se coupent carrément la parole tellement elles ont hâte de le clasher. Et la dernière qui suit la caméra pour vraiment l'emmener en enfer. Et je m'excuse encore pour la qualité des extraits. Mais il y a carrément 2 mecs dans le public. Il y en a un avec un panneau « Tuez-le ». Ça veut dire qu'il supporte même pas un catcheur en particulier. Juste, il veut voir la mort de Peter Parker. Et l'autre, il a un panneau avec écrit terreur dessus. C'est juste une émotion. Terreur. Oh putain, le bonheur de voir ces scènes après autant de temps. Et après avoir vécu ça, évidemment, Peter, il a pas fini. Il est en roue libre. C'est des scènes qui ont un peu moins bien vieilli que les autres. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Et je prends mes distances, mon gros. Il est mignon, ton maillot. C'est ton mari qui te l'a offert? Ok. Bon, Peter, évite, c'est un peu homophobe. Faut éviter ce genre de commentaires, mais vas-y, tranquille, t'es un héros, vas-y, évite juste ce genre de truc. Mais à part ça, vas-y, tranquille. D'ailleurs, je le sais aussi, hein, mais je suis complètement biaisé par la nostalgie. Je laisse passer quelques folies, mais justement, j'en parle un peu plus tard. Mais à partir de ce moment-là, en vrai, il y a tout qui se passe plutôt bien. Enfin, plutôt bien. Oncle Ben s'est fait tirer dessus, tout le monde est triste, et Peter le regrettera absolument toute sa vie parce que c'est sa faute. Mais globalement, ça va. Le mec se fait diplômer avec mention et son entourage proche le remarque. Merci, papa. Et vous, le prix scientifique, c'est remarquable. Merci. Bon, même si, comme à son habitude, Peter, c'est Peter. Vous êtes comme un frère pour Harry, comme un membre de la famille. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Mais à partir de ce moment-là dans le film, Peter est vraiment devenu Spider-Man. Le Spider-Man qui sauve des vies. Le Spider-Man qui protège New York. C'est le Spider-Man que j'admirais quand j'étais petit, celui qui sacrifie qui il est pour les autres. Sauf quand il y a une meuf dans les parages. Dès qu'il y a une meuf dans les parages, ça redevient l'histoire de Peter, trop bizarre. Il va chercher son chèque de photographe, ça se passe comme ça. Monsieur Jameson m'a demandé de vous donner ça. Ah, soyez le bienvenu au quotidien. Merci. Je m'appelle Peter Parker. Je suis photographe. Oui. Mais pour l'instant ça va parce qu'il n'y a personne qui est en danger directement. C'est maintenant qu'on atteint le pic du danger. Là, le bouffon vert attaque Times Square. Il y a plein de gens en danger et on peut retrouver des scènes hyper stylées, la panique derrière lui, mais Peter est devenu habitué au danger, il est devenu Spider-Man. Énorme différence entre le début du film où il court derrière le bus. Donc nouvelle mentalité, 400 personnes en danger égale 400 personnes qui doivent ressortir d'ici vivants. Sauf quand il y a une femme en vue. Là, le calcul, il change un tout petit peu. 400 personnes en danger égale 2 personnes qui sauvent des blocs de pierre du balcon et un kidnapping, littéralement. Peter, tu vas où là, frère? Et c'est pas du tout comme s'il avait nulle part où la déposer. Là, il saute, il la rattrape, et là, juste ici, il peut juste la déposer. Mais non, le type part avec la fille avec ce regard. Putain, c'est galère. L'emmène devant une église. Là, ça va vite, là. Là, ça va vite, Peter, là. Et pour finir, c'est pas comme s'il y avait des gens là actuellement sous les gravats, qui avaient besoin de lui, des gens blessés qu'on doit amener à l'hôpital et tout. Non, non, il kidnappe la fille et il dit ça. Voilà, c'est quand même mieux que le métro. Quelle confiance de fou il doit avoir en lui pour pouvoir dire ça. Et maintenant qu'on a vu tout ça, je pense qu'on peut vraiment boucler sur la théorie que j'avais au tout départ. Souvenez-vous de ce qu'avait dit la fille au tout début de l'épisode. C'est même pas la peine d'y penser. Oui, 100%, 1000%, évidemment qu'elle a raison. Je comprends d'ailleurs pourquoi aussi le conducteur du bus essaie de l'esquiver en accélérant, j'aurais fait la même chose. Mais il me manque une personne. Donc j'ai un tout petit peu parlé pour pouvoir conclure sur cet épisode. Une personne qui est peut-être la raison principale du charme du film, mais aussi de la catastrophe que ça a pu être. Il faut que je vous parle
de Mary Jane Watson. Je vous avoue que je suis assez dégoûté de ce qui a été fait avec le personnage de MJ, de Mary Jane. En fait, elle a 3 utilités principales dans ce film. La première, c'est se faire poursuivre dans les rues par Peter. MJ. Hey, c'est encore moi. La deuxième, c'est pouvoir générer des plans pour le film. Des plans... j'ai pas les mots là. Comment je pourrais dire ? Je saurais pas comment le dire. Et la troisième utilité qu'elle a, c'est de servir de love interest. De servir d'objectif amoureux pour 4 personnages différents. Le premier, c'est Flash, le bully du début du film qui n'apparaîtra plus jamais à l'écran. Le deuxième, c'est évidemment Peter. Le troisième, c'est Harry Osborn, l'ami de Peter. Et la quatrième personne, c'est Spider-Man. Parce qu'il faut quand même rappeler que jusqu'à la fin du film, Mary Jane n'est pas au courant que Peter Parker et Spider-Man, c'est la même personne. Et ok, maintenant qu'on a le schéma, est-ce que vous vous souvenez d'une des scènes les plus cultes de tous les Spider-Man? Souvent, on peut penser au Spider-Man Kiss. Ok, gros style, Spider-Man est à l'envers quand il embrasse Mary Jane, c'est devenu culte. Mais quand on regarde tout le film, c'est une scène ultra bizarre. Parce qu'à ce moment-là du film, quand elle fait le Spider-Man Kiss, elle est pas célibataire, elle sort avec Harry Osborn, le meilleur ami de Peter. Et c'est elle qui pousse pour le bisou, parce que Peter dit littéralement « Attends, avant que ça se fasse ». Bon, moi je pensais que c'était juste une vision de l'amour fou, en fait. Je pensais que la scène suivante, elle est de quoi? Elle qui comprend naturellement qu'elle est pas forcément amoureuse de Harry, c'est pas l'homme de sa vie, donc elle devrait changer de situation. Mais non. MJ, j'aimerais te présenter mon père, Norman Osborn. Je te présente Mary Jane Watson. Enchantée. Enchanté. J'avais réellement hâte de vous connaître. Joyeux Thanksgiving, monsieur. Mais où peut bien être Peter? En prison pour kidnapping, madame. Ok, j'arrête avec cette blague. Le lendemain, ça se présente au daron pour Thanksgiving. Mary Jane s'en fout d'être fidèle. C'est même pas une question pour elle, la fidélité, parce que le jour d'avant, elle embrasse Spider-Man dans une rue. Le lendemain, elle se présente au daron d'Harry Osborn, qui est son copain actuel, comme si de rien n'était. Mary Jane, c'est vraiment devenu un outil scénaristique. Vraiment un objectif pour les différents personnages masculins. Quelque chose à sauver, et rien de plus. Et ça s'arrête jamais, même jusqu'aux dernières secondes du film. D'abord, quelques scènes plus tard, il y a Tante May qui est à l'hôpital, et là-bas, Mary Jane avoue qu'elle est amoureuse de Spider-Man. Le problème, c'est que j'aime quelqu'un d'autre. Il m'a sauvé la vie 2 fois, et je n'ai même pas vu son visage. Ah, lui. Putain, une grosse galère, une grosse galère. Et 30 secondes plus tard, dans la même scène, elle est maintenant attirée par Peter et elle lui tient la main. Et ensuite, il se passe ça. Bonsoir. C'est irréel. Même si moi je voulais faire un montage cut au parfait moment pour que la blague puisse se faire, j'aurais pas pu le faire aussi bien que ça. Même il est 10h du matin. Bonsoir. Je sais pas comment est-ce que quand j'étais petit, j'ai pas pu remarquer ce genre de détails, tu vois. Bon, et on arrive à la scène finale qui est un peu triste. Le père de Harry Osborn, qui est aussi le père spirituel de Peter Parker pendant le film, est mort. Et du coup, cette scène se passe le jour de l'enterrement, et littéralement devant la tombe du père de son ex, Mary Jane embrasse Peter. Et même pas, je vais pas commenter. Je vais pas commenter parce que je veux qu'on passe à la suite. Peter choisit, après avoir accepté le bisou, de la friendzone au final, puis il part en marchant vers la caméra, comme dans un western. Et je suis en train de speedrun à la fin du film parce qu'il y a quelque chose de trop étrange dans ces scènes, et je veux vraiment qu'on en parle dans la conclusion. Tout le long du film, malgré ma nostalgie profonde, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer tous les problèmes qu'il y avait dans la construction des personnages. Carrément des personnages tertiaires qui détestent Spider-Man parce qu'il sauve des vies. C'est un ringard, je déteste ce type. Mais malgré tout ça, malgré tous les problèmes qu'il y a, j'ai pas pu m'empêcher d'adorer le film. Oui, Peter fait peur quand il est entouré d'une femme. Oui, Mary Jane est une girouette amoureuse qui ne sert qu'au scénario. Oui, je suis de mauvaise foi, mais le film a tellement de personnalité. Et je dis vraiment pas ça juste pour justifier les erreurs du film. Non, non, il a vraiment une signature. Je trouve que ce film a une âme. Il est unique. Et en fait, j'ai l'impression que c'est parce que eux pouvaient vraiment tenter des choses assez spéciales, des choses un peu bizarres,
mais sans qu'il y ait vraiment de répercussions. Par exemple, cette scène-là avec cet accent. C'est pas un être humain. Mon frère l'a vu faire sonner dans la fontaine de Lincoln Center. Je crois que c'est un être humain, enfin... Eh ben, j'ai l'impression qu'on s'autoriserait plus trop à la faire aujourd'hui. Parce que c'est raciste? Peut-être. Du coup, faudrait vraiment pas la refaire? Vous avez très certainement raison. Mais les personnages qui n'ont aucun sens, les plans avec les visages qui ne sont pas dans les standards de beauté, mais qu'on garde quand même. Les plans de caméra, en général, tout a une âme. Tout est absolument attachant dans ce film. Et pourquoi est-ce que je parle de personnalité? Je crois que c'est parce que ça fait vraiment des années que j'ai pas vu un film où, à chaque moment, à chaque scène, je sais absolument pas comment est-ce que les personnages vont réagir. Je sais absolument pas comment est-ce que l'histoire va avancer. Et j'aurais tellement rêvé d'être dans la salle d'écriture pour certaines scènes, juste pour voir comment est-ce qu'ils sont arrivés à ces idées-là. Et je pense d'ailleurs que c'est grâce à tout ça que ce film en particulier a réussi à laisser une trace dans le genre du super-héros. Et regarder ce film, ça m'a vraiment amené à une réflexion assez spéciale. On doit vraiment faire les choses dès que possible, sans trop attendre. Alors, c'est pas une théorie du complot, je m'explique. Si ce film était sorti aujourd'hui, je suis pas vraiment sûr qu'il aurait aussi bien marché qu'à l'époque. Les codes, l'humour, les références, même les choses autorisées dans la culture en globalité, tellement de choses ont changé en fait depuis. Sam Raimi, le créateur de la trilogie et du film, a changé depuis. Et une idée, qui est artistique ou non, elle est pensée et correspond à un moment précis, à une époque précise. Donc en gros, si Sam Raimi avait attendu 10 ans de plus pour faire ce film, eh ben il ressemblerait pas du tout à ça. Il aurait jamais eu cette signature, cette âme qui le rend culte à mes yeux. Alors nous aussi, quand on a quelque chose qui nous passe par la tête, ça vaut sûrement le coup de le faire maintenant. C'est un sujet qu'on a déjà travaillé un petit peu dans une vidéo précédente. Mais plus le temps avance, plus j'en suis convaincu. Aussi, dès qu'on s'expose, je parle vraiment de la première seconde où on partage quelque chose qu'on a fait nous-mêmes, ben on rentre dans une zone de jugement. On s'ouvre à la fois aux critiques, aux moqueries et aux commentaires derrière le dos, et tout ça, ça peut vraiment faire peur. Mais il y a un monde qui me terrifie encore plus. Le monde où on partage pas ce qui nous fait plaisir, on partage pas nos moments de bonheur, nos idées, parce qu'on a peur de se faire juger, c'est vraiment pas là où je veux aller. Pour rappel, Squeezie, aujourd'hui peut-être un des grands boss du YouTube français, il s'explosait des œufs sur la tête quand il mourait sur Call of Duty, c'était ça ses premières vidéos. Bon, ça c'était pas du grand art, mais au moins, il s'amusait. Et d'ailleurs, si sa chaîne n'avait pas marché aujourd'hui, on trouverait ça toujours ridicule. Mais puisqu'il y a le facteur grand succès dans sa carrière, eh ben on le voit juste comme une des vidéos qu'il a faites pour arriver au succès où il est aujourd'hui. Si ça te permet d'atteindre le succès, c'est plus aussi ridicule que ça. C'est un peu cette logique et j'aimerais beaucoup faire une vidéo dessus entière. Bref, le temps avance, les temps changent, et nous aussi. C'est donc la parfaite occasion de laisser une trace de nos idées, de nos pensées de cette époque. En tout cas, voilà ce que j'ai pu tirer d'un film sur un sociopathe qui date des années 2000. J'ai passé un excellent moment avec vous, peut-être qu'on en discute en commentaire. D'ailleurs, comme d'habitude, c'est pas forcément la peine de s'abonner, la prochaine vidéo sera sur un sujet qui n'aura rien à voir. Et évidemment, merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Elias. Merci.